Le président russe Vladimir Poutine a autorisé l'utilisation de Média Africa pour cette autre émission de For You Matin, édition du 5 juin 2024. Au début, bien sûr, de cette émission, nous reviendrons sur la réponse de la Russie, entre autres, à la France. D'ailleurs, bien avant de parler de la Russie, nous aurons tout d'abord l'occasion, bien sûr, d'évoquer cet élargissement possible du bloc des BRICS. Après avoir été élargi de 5 à 9 membres, le bloc des BRICS va-t-il enregistrer de nouvelles adhésions? La question, elle se pose donc clairement elle est au bout de tous les lèvres depuis notamment le début de cette année 2024 où cette nouvelle candidature se sont donc clairement signalées. Il s'agit précisément du Cameroun, sur la grille de départ du Pakistan, du Sri Lanka, de la Syrie ou encore de la Thaïlande, du Venezuela, du Zimbabwe. Cette démarche, témoigne-t-elle entre autres, notamment de l'attrait que suscitent les principes fondateurs des BRICS, quelles sont notamment les chances des pays suscités, pour quelle implication sur le plan géopolitique? Nous aurons l'occasion d'en parler alors que le bloc, lui, se prépare officiellement à s'élargir pour le prochain sommet, celui à venir, celui prévu notamment pour le mois d'octobre 2024. À côté de cela, nous reviendrons sur la réponse de la Russie à l'envoi possible, bien sûr, d'instructeurs français du côté de l'Ukraine. La Russie n'exclut pas les frappes des instructeurs français qui seraient donc déployés du côté de l'Ukraine. C'est ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, qui a donc réagi officiellement ce mardi 4 juin 2024. Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité face notamment aux frappes, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Peu importe qu'il soit français ou non, a-t-il ajouté. Cette sortie va-t-elle dissuader la France qui envisage plus que jamais de former une coalition d'instructeurs européens afin de les envoyer du côté de l'Ukraine? Voilà, mesdames, messieurs, les principales articulations de cette émission de For You Matin, ceci aux côtés de nos invités. Nous prenons cette courte transition. Aux côtés de consultants permanents de cette émission de For You Matin, Anatole Albert Aïssi nous fait l'honneur d'être des nôtres une fois de plus ce matin, journaliste, directeur de publication du bimensuel Le Cactus. Bonjour à vous, DP. Bienvenue. Bonjour à vous, Baudelaire Nguéné. Je dis bonjour à mes co-combattants que vous présenterez juste derrière moi. Je salue, n'est-ce pas, toute la dynamique panafricaniste. Je n'oublie pas les techniciens ainsi que le top management, grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons cette tribune qui nous permet de faire ce qu'il y a lieu de faire, n'est-ce pas, dans le contexte, n'est-ce pas, de la multipolarité actuelle. Mais davantage et surtout pour la libération des peuples, et plus particulièrement le peuple noir et les Africains. Je salue ce matin spécialement les opinions publiques sénégalaises. Il y a des bonnes nouvelles qui nous viennent de ce côté-là, notamment en ce qui concerne cette montée en puissance, n'est-ce pas, de la société civile qui demande aux nouveaux dirigeants de rejoindre l'Alliance, n'est-ce pas, l'État du Sahel. Je pense que c'est de bon augure. Et s'il y a quelques hésitations qui sont notées, du moins en ce qui nous concerne, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les dirigeants actuels du Sénégal, il est important que le peuple sénégalais les pousse, non pas pour que l'AES rejoigne la CEDEAO, mais que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que le Sénégal rejoigne, n'est-ce pas, l'AES, afin que justement cette dynamique de rupture, d'émancipation puisse devenir une réalité. Merci pour l'invitation. Il a pourtant été clair et précis à ce sujet, le président Bassirou Diomaye Faye, lors de son récent passage au Mali et au Burkina Faso. Il n'est pas question pour l'instant de parler de l'adhésion du Sénégal dans une organisation de quelque nature qu'elle soit. En tout cas, le Sénégal, c'est tout un membre de la CEDEAO. Donc, effectivement. Voilà, et qui ne marche pas, qui marche sur les rotules, la CEDEAO. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'être dans une posture réactionnelle, le président sénégalais. Je crois qu'il devrait davantage mettre son énergie à prendre les arcanes de la gestion du pouvoir qui lui a été conféré par le peuple sénégalais, qu'il prenne le temps de connaître, justement de s'approprier les dossiers qu'il a trouvés sur la table, qui sont de notre point de vue délicats. Nous croyons en ce qu'ils ont dit lors de la campagne, à savoir qu'il y a une rupture que nous attendons, que nous attendons. Et ils se sont présentés comme étant, n'est-ce pas, des panafricanistes de gauche. Et de ce point de vue, nous retenons un mot-clé qui s'appelle panafricanisme.
nous attendons donc de voir l'implémentation dans les faits de ce panafricanisme qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils ont clamé d'abord au sein de l'opinion publique sénégalaise et surtout à l'endroit des panafricanistes que nous sommes. Nous attendons de voir. C'est le temps, et surtout le temps qu'il a annoncé le 20 juin prochain du côté de l'Hexagone, c'est-à-dire en France, à l'invitation, j'imagine, des Jupiter, pour y discuter, du moins ce qui est dit officiellement, pour y discuter ou renégocier les accords, n'est-ce pas, que le Sénégal, ou la France a signé avec le Sénégal, ou les accords que le Sénégal a signé avec la France. Quoi qu'il en soit, nous sommes engagés dans cette dynamique de rupture. Pourquoi? Parce que l'Afrique, comme vous le savez, ne saurait demeurer, n'est-ce pas, la zone d'influence de quelque impérialisme que ce soit, ou alors le continent où on vient puiser les matières premières, ou alors le continent où on vient déverser, n'est-ce pas, toute la déchetterie, n'est-ce pas, universelle. Voilà. Le coup de gueule d'Anatole Albert ici ce matin du côté du Sénégal, revenant justement sur les récentes visites du président Bassirou Diomaye Faye au Mali ou encore au Burkina Faso. Bassirou Diomaye Faye annoncé donc du côté de la France dans les tout prochains jours. À vos côtés, Anatole Albert ici, le docteur Yam Timba également est présent ce matin pour cette émission For You Matin. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour, mon cher Méné. Bonjour Albert Anatola ici, et bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent dans ce moment. Voilà. Le sommet des BRICS, prévu pour octobre 2024, va donc marquer une étape cruciale avec l'adhésion officielle de 4 nouveaux membres. Les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Iran ou encore l'Éthiopie. Cette expansion annoncée lors du dernier sommet posera donc, du moins portera le nombre de membres de l'Alliance à 9. Selon bien sûr les informations disponibles jusqu'ici, cette réunion, le rappel, se déroulera du côté de Kazan. C'est du côté de la Russie, sous la présidence notamment du président russe Vladimir Poutine. Mais en attendant l'adhésion officielle de ses membres confirmée, il y a depuis le début de cette année 2024 des candidatures qui se signalent clairement. Et on se pose la question ce matin, quelles sont les chances du Cameroun, du Zimbabwe, du Pakistan, du Sri Lanka, de la Syrie, de la Thaïlande ou encore du Venezuela. Peut-être une première réaction déjà, Dr Yam Timba, autour justement de ces candidatures qui ne font que se signaler depuis le début de l'année 2024. Est-ce qu'on assiste à un tournant aujourd'hui, avec notamment l'attrait au niveau des BRICS qui devient de plus en plus important aujourd'hui? On parle tout de même du Cameroun qui est sur la grille de départ et qui souhaite plus que jamais rejoindre le bloc des BRICS. Il y a le Pakistan, le Sri Lanka, la Syrie, la Thaïlande, le Venezuela ou encore le Zimbabwe. Quelles sont leurs chances d'adhésion au bloc des BRICS? En réalité, c'est peut-être pas la question qui nous intéresse, nous, en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes. Ça nous semble faire désordre, exactement comme ça fait désordre avec l'Éthiopie ou l'Égypte. Il faut que nous soyons des gens qui ont des repères très précis. Des gens qui ont des bases, des réflexions qui sont acceptées et que nous assumons. Ce n'est pas parce que nous sommes Camerounais que le fait d'adhérer aux BRICS doit devenir un moment de joie pour nous. Ce n'est pas comme ça que nous voyons l'Afrique. Nous ne voyons pas l'Afrique en rang dispersé. Hier, nous avons parlé longuement de cet étrange sommet Corée-Afrique où les gens arrivent, chacun raconte ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut. L'Afrique, ça ne doit pas être ça. Si c'est ça l'Afrique, bon d'accord, chacun va se lever, il va devenir membre des BRICS. Ça change quoi? Ça ne change rien du tout parce que, au fond, ça garde l'Afrique fragmentée. Vous êtes... les gens vont vous dire, oui, mais il y a les pays asiatiques, l'Asie. Non, l'Asie est un monde beaucoup plus interconnecté et intégré que l'Afrique. L'Asie, c'est 69% du commerce de ces gens-là qui se fait entre eux. En Afrique, on peine à avoir 10% de notre commerce. Le niveau de pillage et d'exploitation néocoloniale de l'Afrique, ça n'a rien à voir avec l'Asie, qui est constituée de pays libres, de pays indépendants et souverains. C'est très différent. Ça veut dire que même au sein des BRICS, vous prenez une approche concertée. Mais ce n'est que ça qui peut avoir du sens au sein des BRICS. C'est-à-dire que quand vous prenez le Cameroun, il va aller s'asseoir au milieu des BRICS.
parler avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil. C'est pour dire quoi? Même les Émirats Arabes Unis, le Cameroun a du mal à s'asseoir devant les Émirats Arabes Unis et parler. Les Émirats Arabes Unis, c'est l'équivalent du PIB de toute la CEAC. Vous, le Cameroun, vous parlez, ça veut dire que c'est exactement 12 fois le PIB du Cameroun. Vous parlez de quoi avec eux? Vous avez quel poids devant des gens comme ça? Donc, le panafricanisme, ce n'est pas on tire une carte aujourd'hui et demain on en tire une autre. Le panafricanisme, c'est des repères très précis. C'est des règles très précises. C'est toute une attitude, c'est tout un univers idéologique très précis. Et cet univers idéologique veut que les Africains qui ont été défaits ensemble se relèvent ensemble. C'est comme ça que nous allons reconstruire non seulement notre liberté, notre souveraineté, notre indépendance, mais surtout notre prospérité et notre puissance. Donc, ce que nous disons encore une fois de plus, c'est que le fait que certains vont aller dans les BRICS, d'autres n'y sont pas, ça va déchirer davantage le continent. Ça va le diviser encore plus. Et ça va créer beaucoup plus d'espace, ou si vous voulez, de cadres de division et surtout de cadres de faiblesse et de fragilité sur le continent. Et c'est ça que nous disons, non, ce n'est pas la bonne approche. Imaginez que la candidature qui avait atterri sur la table des BRICS était la candidature des États-Unis d'Afrique centrale. Ça aurait été beaucoup plus pertinent. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites le Cameroun est membre des BRICS, oui. D'abord, ça fait bizarre à entendre parce que les BRICS sont censés être un cadre de pays totalement indépendant. Vous n'avez même pas de monnaie. Vous allez parler de quoi avec les BRICS? Quand les BRICS vont parler de dédollarisation, vous allez faire quoi? C'est à ce moment que vous allez décider de sortir du franc CFA? C'est un gros problème. On a un gros problème avec ça. Lorsque les BRICS, avec les programmes que les BRICS développent, oui. Vous allez faire quoi? Comment dire? Faire entrer indirectement la France dans ces programmes grâce au franc CFA, alors que les BRICS ont refusé de recevoir la France lors de leur dernier sommet en Afrique du Sud. Ça fait désordre. On doit se battre, et c'est un aveu de faiblesse de la part des Africains. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de s'unir, ils sont incapables de constituer de grands espaces, et cette incapacité se manifeste par le fait que chacun court et essaye de dire, bon, mais je vais aller là-bas, je vais trouver quelque chose, je vais faire ci. Non. Le Cameroun, qui devient, si jamais le Cameroun devient membre des BRICS, mais on pense que ça pourra se faire peut-être, parce que certains annoncent que c'est la Russie elle-même qui en serait enfin, ils ont réussi à convaincre la Russie d'être le parrain de cette candidature. Ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique doit s'unir, au moins au niveau des sous-régions, pour avoir déjà une taille critique, et au moins, et de préférence, au niveau continental. Au niveau des sous-régions, ça a du sens. C'est-à-dire que vous arrivez, les États-Unis d'Afrique centrale, vous avez 571 milliards de PIB. Oui. Les Émirats Arabes Unis, c'est 570. Je crois qu'avec d'ailleurs fin 2023, ils doivent être passés à 600. Donc, ils ont 600 milliards à peu près de 600 milliards de PIB. Vous en avez 571, à peu près 571, 575 milliards de dollars de PIB. Quand vous êtes assis, oui. vous présentez d'ailleurs d'autres avantages comparatifs. Ça a du sens. Mais vous venez vous asseoir, vous êtes le Cameroun, vous avez 52 milliards de PIB, au milieu des gens qui ont tous des PIB en centaines et en milliers de milliards de dollars. On veut bien être gentil avec vous, mais vous ne représentez rien là-bas. Mais on parle beaucoup justement de l'union de ces sous-ensembles aujourd'hui, mais les choses tardent toujours. Mais le monde, lui, il évolue. On fait quoi dans un contexte? Les choses ne tardent pas. Les choses Parce que là, ça n'avance pas. Les choses n'ont pas une volonté. On parle de l'unité politique, mais il n'y a pas de volonté politique. Les choses n'ont pas une volonté. C'est les hommes qui ont une volonté. Donc les choses ne tardent pas. C'est les hommes qui tardent à les mettre en place. Ce n'est pas que les choses tardent. Les hommes tardent, si vous le dites si bien. Alors, mais on voit bien qu'ils peuvent prendre de l'initiative pour aller vers les BRICS. Alors qu'ils ont la CEAC, la fusion CEMAC-CEAC qui traîne depuis 10 ans. Ils sont où pour faire ça, pour faire aboutir ça?
Donc, en fait, les gens vont vers les solutions faciles. Les gens choisissent les solutions de facilité. Et ces solutions de facilité divisent, fragmentent davantage l'Afrique. Beaucoup de gens, c'est-à-dire que la seule considération acceptable, c'est de dire stratégiquement, nous nous sommes entendus avec les BRICS pour y avancer, qu'un pays avance et que les autres, parce qu'un pays a avancé, finalement, suivent l'année prochaine. Mais la difficulté de la C2, prenons le cas du Cameroun, de l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est que vous avez quand même de nouvelles ambassades ukrainiennes qui se sont installées, qui ont été ouvertes en RDC et au Rwanda. Pendant que les deux pays, d'ailleurs, sont en guerre. Oui. Alors, le problème, c'est que la RDC, c'est le leader de la CEAC. C'est 120 millions d'habitants, 150 millions d'habitants, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est un tiers de la superficie de la CEAC. C'est l'équivalent d'un tiers, ou disons à peu près 40% de la population de la CEAC. Mais si le Cameroun s'en va vers les BRICS, qui est le leader de la CEMAC qui représente à peu près 45% de la superficie de la CEAC et qui représente à peu près un tiers de la population de la CEAC. Alors, le Cameroun, lui, il s'en va. Les préoccupations des BRICS vont forcément prendre le pas. Et le fait qu'on ait passé 10 ans à ne pas avancer sur ce dossier-là de la fusion CEMAC-CEAC, comme si on attendait que quelqu'un, je ne sais venant d'où, vienne donner son onction, est un gros problème. Et l'une des réserves que j'émettais hier par rapport à la Corée, c'est que si nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des projets transnationaux, ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, le seul bloc capable de financer des projets transnationaux, c'est les BRICS. Sauf que le Cameroun pourrait devenir membre des BRICS, les autres ne le sont pas. Donc il n'y aura aucun, parce que les BRICS ne vont pas faire un projet qui profite à des pays qui ne sont pas membres de leur organisation. Donc le Cameroun peut commencer à se dire, je vais devenir un îlot de prospérité parce que je vais peut-être avoir le soutien des BRICS, ou je vais être un pays indépendant et je vais pouvoir... Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, les pays de l'AES ne se seraient pas constitués. Il y a le cas du Cameroun, docteur Yamtimba. C'est pour vous relancer, certainement nous allons sortir sur ce premier jet. Mais à côté justement du Cameroun, il y a un autre pays africain qui signale le Zimbabwe. Le Zimbabwe est sur une nouvelle dynamique aujourd'hui avec sa propre monnaie. Est-ce que c'est une avancée? Par rapport au Cameroun, c'est beaucoup mieux. Avec le ZIG. Par rapport au Cameroun, ça présente un certain avantage sur le plan monétaire. Parce que... Mais les gens vont vous dire, oui, mais le Zimbabwe, le Cameroun, c'est beaucoup plus important que le Zimbabwe. Oui, d'accord. Mais le Zimbabwe a des éléments de souveraineté, d'indépendance que le Cameroun n'a pas. Et ces éléments de souveraineté et d'indépendance peuvent être beaucoup plus crédibles que tout ce que le Cameroun présente. Mais de l'autre côté, il y a le fait que tous ces éléments de crédibilité du Zimbabwe réunis ne mettent pas fin à la réserve fondamentale que nous avons émise, qui consiste à dire que les Africains ne peuvent pas continuer à aller chacun dans... C'est-à-dire que chacun va de son propre chef tout seul, va tout seul et s'engage dans des organisations internationales de ce type-là, parce que ça accroît et consolide la fragilité de l'Afrique, la fragmentation de l'Afrique. Et ça pose un problème de leadership. Nous avons parlé d'un tel problème de leadership pour ce qui est du Nigeria dans le cadre du problème Bénin-Niger. Et là, ça pose un sérieux problème de leadership de l'Afrique du Sud, qui aurait dû depuis très longtemps, compte tenu justement des enjeux des BRICS, organiser l'Afrique australe. Organiser l'Afrique australe qui présenterait 250 millions d'habitants, qui présenterait autour de 2,5 millions de kilomètres carrés. Mais vous voyez qu'il y a toutes ces choses. En fait, quel que soit le pays africain que vous regardez, ça vous revient au visage que ces gens-là n'avancent pas. Et la critique de Julius Malema devient tout à fait pertinente maintenant quand il dit il est d'accord avec le fait que l'Afrique doit se constituer en un seul bloc, parce que c'est la manière la plus pertinente de faire, et reprenant justement toutes les thèses de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop,
c'est la chose qu'il faut faire. Si le Zimbabwe y va, l'Afrique du Sud y est, le Cameroun est là, l'Égypte y est, l'Éthiopie y est, le reste de l'Afrique, on fait comment? Ce qui est grave, c'est qu'à chaque fois, vous avez le sentiment que l'Afrique privilégie le fait de... À chaque fois, les pays africains privilégient le fait de se retrouver au milieu de pays qui ne sont pas africains, au lieu de construire la base qui est d'abord l'Afrique. Vous avez regardé, même les dirigeants africains préfèrent les réunions à l'international que des réunions avec leurs pairs africains. Alors que c'est ici qu'il faut d'abord construire, parce que qu'est-ce que la Chine fait? Pourquoi elle est puissante aujourd'hui? Mais ce que la Chine a fait, c'est qu'elle a créé une intégration en Asie du Sud-Est qui permet d'avoir un volume de commerce intérieur de l'ordre de plus de 60%. Et les Européens ont fait quoi? La même chose, qui leur permet d'avoir un volume de commerce intérieur de l'ordre de 70%. Et ils sont, je crois, à 68%. En Asie du Sud-Est, on est autour de 60%, et un peu moins ou un peu plus. Et quand vous regardez l'Amérique du Nord, l'ALENA, c'est à peu près la même chose. Du Mexique au Canada, il y a ce type d'intégration. En Amérique du Sud, ils sont en train de construire, même si les impérialistes occidentaux cassent tout le temps leur dynamique en tapant sur la Bolivie, le Venezuela, la Colombie, etc. Et quand il y a un gouvernement progressiste au Brésil, ils tapent, en Argentine, la même chose. Mais ils ont une intégration au niveau au moins du commerce qui est extrêmement fort. Quand vous regardez la zone qui est la moins intégrée sur le plan commercial, c'est-à-dire sur la chose la plus basique, la plus simple qui puisse exister, c'est l'Afrique. Et cette fragilité devrait nous amener, dans le cadre, puisque nous sommes pris dans les raids du néocolonialisme, à créer d'abord des ensembles politiques critiques, de taille critique, de taille plus importante, pour pouvoir être non seulement représentatif, mais en même temps pour être respecté et assez puissant. Merci à vous, docteur Yannick. Les BRICS, ce qui va officiellement donc s'élargir au mois d'octobre prochain, avec l'entrée, du moins l'adhésion de 4 nouveaux membres, les Émirats arabes unis, l'Égypte, entre autres. On parle également de l'Éthiopie ou encore de l'Iran. 2 pays africains qui rejoindront donc officiellement l'Afrique du Sud, portant le total à 3. Mais à côté justement de ces 3, on annonce 2 nouvelles candidatures africaines, celle du Cameroun ou encore du Zimbabwe. Alors, c'est une approche qui affaiblit encore un peu plus les États africains, Anatole Albert ici, ou alors êtes-vous de ceux qui pensent qu'on devrait déjà profiter de cette plateforme, ou du moins de ce grand ensemble qu'est les BRICS, et peut-être étant de l'intérieur, changer les choses au sein des États africains? Écoutez, les critères d'adhésion dans les BRICS, c'est quoi? Je vais énumérer je crois 2 ou 3. Oui. Il faut avoir une souveraineté monétaire. Il faut avoir une visibilité internationale, c'est-à-dire du point de vue diplomatique. Il faut avoir sa souveraineté. Ça, c'est l'un des critères d'adhésion. Oui. Maintenant, d'une manière générale, sur le continent africain, je ne sais pas si nous avons un pays qui est totalement souverain. Si nous basons sur ces critères. Je pense que l'organisation qui devrait travailler à ce que justement le continent des pays africains puisse remplir au moins 3 de ces critères d'adhésion, ça devrait être l'Union africaine, qui est présentée comme une organisation panafricaine. Mais malheureusement, l'Union africaine est panafricaine de nom. Mais dans les faits, elle ne l'est pas. C'est l'Union africaine qui devrait travailler à l'unité politique africaine. Dès lors que l'organisation continentale, qui est présentée de manière abusive comme étant panafricaine, ne fait pas son travail, qu'est-ce que les autres pays font? On ne va pas attendre que l'Union africaine soit, j'ai envie de dire, détricoté de l'impérialisme du bloc occidental pour avancer. Je pense que si les États d'alliance, si les pays membres de l'Alliance, les États du Sahel avaient attendu pour que la Syrie soit désinfiltrée de Paris de l'Union européenne, on n'avancerait pas du tout. Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part parce que certainement il y en a, en commencer quelque part, ça va certainement susciter des vocations. Ça c'est important parce que
plusieurs occasions, n'est-ce pas, l'Afrique, du fait de ses contradictions internes, a manqué plusieurs occasions de s'affranchir de l'impérialisme occidental, des ingérences extérieures, des blocages institutionnels, des blocages géopolitiques, des blocages géostratégiques. Bref, pourquoi? Parce que nous avons une élite qui est travestie. Ce n'est pas une élite politique, travestie et corrompue, c'est-à-dire ils sont très fiers à vous raconter des histoires, des agrégations qui n'apportent aucune plus-value dans nos États. Je crois que dans le contexte actuel au Cameroun, nous en avons la preuve. Mais justement, est-ce que le fait d'adhérer aujourd'hui aux BRICS n'est-il pas un moyen de s'affranchir de... J'y arrive. Donc, ce qui fait que, lorsque nous prenons en compte ces éléments que je trouve un peu biscornus, un agrégé qui est incompétent, moi, ça me pose un problème. Il faut donc commencer quelque part, c'est-à-dire, tout à l'heure, il y a un petit peu évoqué, n'est-ce pas, les projets transnationaux. Et je crois qu'il y a un qui est effectif entre le Congo-Brazzaville et le Cameroun à travers l'Arcelou. Aujourd'hui, vous faites partie du Cameroun, du Congo-Brazzaville, en voiture. Vous faites partie, n'est-ce pas, parce qu'il y a une route justement qui lie ces deux États. Si la RC avait attendu de sortir des griffes de l'impérialisme français et consorts, il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Il faut absolument commencer quelque part. Et il faut adhérer. Afin de s'affranchir. Pour vous, il faut adhérer même étant allant en dispersé. Non. Ça a toujours été le cas. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne participe, n'est plus très représentatif du côté dans les sommets de l'Union africaine? Parce que ça ne sert à rien les sommets de l'Union africaine. Ça ne sert absolument à rien les sommets de l'Union africaine qui ne travaillent ni sur les problèmes politiques ni sur les problèmes économiques du continent. Ça ne sert à rien du tout. Il faut commencer absolument quelque part, et je pense que ça devrait peut-être amener ce que dirait l'Union africaine à une réflexion profonde, qui devrait consister à réformer l'Union africaine, si tant qu'il faut que cette affaire-là reste en place. Auquel cas, comme il a l'habitude de le dire, il faut démonter cette affaire-là et privilégier les blocs. C'est quand même paradoxal que, au sein même du continent africain, vous avez les divergences en tout point de vue. Vous avez le Maghreb, vous avez l'État du Maghreb et la population qui ne se considèrent pas comme étant des Africains. Vous avez certains pays de l'Afrique australe qui ne se considèrent pas comme étant des Africains. Je fais notamment allusion à l'Éthiopie. Vous avez certains pays, même de l'espace francophone, il y en a qui lorgnent du côté de la France parce qu'ils ont des accords personnels, des relations personnelles avec soit Paris, soit Washington, c'est pas quoi. Donc il faut donc d'abord renouveler l'élite politique. Mais s'il faut attendre que cette cohésion dont parle Yamtimba, je parle de cette unité politique, on va attendre encore au moins 2 siècles. Parce que renouveler l'élite politique relève d'un défi incroyable. Non, ça veut dire qu'on va attendre à nouveau au moins 2 siècles pour y arriver. C'était ça l'ambition c'était le rêve, le souhait de Kwame Nkrumah. C'est-à-dire l'unité politique de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont créé à l'intérieur de ce projet noble? Ils ont créé le camp de Monrovia pour détruire le projet politique des pères fondateurs du panafricanisme. Donc je pense que au-delà, je souscris parfaitement à ce que Yamtimba dit, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des adhésions, chacun à son tour au BRICS, ça traduit justement la fragmentation. Et ça consacre la fragmentation, n'est-ce pas, des pays, des États africains. Mais tant qu'à faire, mais ça traduit quand même au moins aussi une chose, une sorte de volonté d'émancipation. De chaque État membre. De chaque État membre. Parce que membre des BRICS. C'est-à-dire le fait déjà que chaque État dise que je tourne le dos à l'unipolarité portée par les dollars des Américains, ça traduit une sorte d'émancipation. Même si c'est de manière symbolique. Nous avons de la peine à mettre dans les faits
traduit dans le fait, Oui. l'implémentation de la zone de libre-échange qui devrait permettre aux États africains d'échanger entre eux. Mais cette affaire, ça date depuis bientôt une décennie, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des égos, il y a des dynamiques internes, quelquefois, qui se traduisent dans les conflits de leadership. Et tout à l'heure, il a justement évoqué, nous avons un problème de leadership sur le continent africain. Celui qui devait véritablement porter ce leadership, il a été assassiné. Et pour porter ce leadership, ça ne doit pas absolument être le Nigeria ou bien l'Afrique du Sud. N'importe quel État qui pense qu'il est souverainiste peut le faire. La Libye avait les moyens, sous Kadhafi avait les moyens de le faire, les moyens économiques, les moyens financiers, la stratégie géopolitique pour le faire. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été assassiné par George Bush. Donc nous pensons qu'il faut justement, en attendant justement cette unité politique qui va peut-être se traduire dans les faits dans peut-être 2 siècles, oui. Il faut quand même que nous puissions pas rater cette occasion de s'intégrer dans un autre bloc plus fort, parce qu'il faut toujours aller avec l'effort. Aujourd'hui, du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique, du point de vue de la démographie, ce sont les BRICS. Les autres, ils ne représentent rien. Du point de vue même de la géographie, les BRICS, c'est plus grand. Donc, il me semble que c'est plus important pour les pays africains de désormais aller dans le bloc d'efforts. Dans le bloc des personnes, des États qui ne s'ingèrent pas dans vos contradictions internes, qui n'ont pas l'arrogance de vous apprendre, de vous parler de la démocratie, des droits de l'homme, qui ne respectent pas, de vous parler, n'est-ce pas, de vous faire la morale sur le droit international, qui ne respectent pas. Bref, il faut tourner le dos au mensonge pour aller vers des gens sérieux. Et il me semble que les BRICS, c'est un bloc sérieux qui n'a pas besoin de vous donner des leçons de morale sur quelques questions que ce soit. Voilà. Du point de vue de la puissance nucléaire, je crois que nous avons au moins 3 ou 4 États dans les BRICS qui ont l'arme nucléaire. Il y a lieu de parler ici des questions de sécurité ou de défense ou de dissuasion nucléaire. Il y a au moins dans les BRICS 3 ou 4 puissances qui, n'est-ce pas, qui disposent de cette dissuasion nucléaire. In fine, je constate que dans la liste que vous avez mise en perspective tout à l'heure, il s'agit du renforcement du Sud global. Parce que la plupart de ces États font partie intégrante du Sud global. C'est un Sud global qui se veut fort et qui n'est en aucun cas engagé dans les dynamiques de déstabilisation des autres États. Et ça, il me semble que s'il y a un choix à faire, pour le Cameroun, c'est les BRICS. Voilà. Cameroun, Syrie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, Venezuela ou encore Zimbabwe. En dépit de tout ce que vous avez évoqué, Dr Yamtiba, dans votre première prise de parole, cette approche concertée, cette unité politique, mais l'adhésion de ces pays, même individuellement au sein des BRICS, ne représente-t-elle pas une certaine avancée? Parce qu'un Cameroun au sein des BRICS n'est pas le même Cameroun que lorsqu'il est, entre autres, entité simple, tout de même. On a l'impression que sur la scène internationale, cela pourrait, entre autres, contribuer à remodeler, entre autres, l'équilibre des pouvoirs. De toutes les façons, il y a certaines implications, éventuellement, sur le plan géopolitique de ces adhésions. Quoi qu'il en soit, même individuellement. J'aimerais bien savoir de quoi vous voulez vous convaincre. Je vois comment vous bataillez pour formuler votre question. Donc j'ai l'impression que vous voulez vous convaincre de quelque chose. Non. Il est évident que les choses, l'adhésion représente de toutes les façons une avancée. Ce n'est pas une question émotionnelle. Même de façon individuelle, que l'adhésion soit individuelle ou pas. Ce n'est pas une question émotionnelle. Une question factuelle, c'est sur les faits. Je ne suis pas là pour être content que le Cameroun a adhéré ou n'ait pas adhéré. Je suis là pour dire, le Cameroun a adhéré, je n'ai pas vu le travail de fond, le travail de réorganisation des bases
du Cameroun, des bases politiques, pardon, des bases idéologiques, politiques et administratives du Cameroun. Le Cameroun est dirigé par un parti de droite. Et tous les partis qui dirigent dans les BRICS, en tout cas les pays les plus importants, c'est des partis progressistes, c'est des États progressistes. Ça crée des contradictions fondamentales qui amènent à se demander comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Donc, le tout n'est pas de dire oui, nous sommes contents, notre pays, machin et tout ça. C'est de dire, mais notre pays est dirigé par un parti de droite. Ce parti de droite, ce parti conservateur, s'en va se mettre dans une organisation de partis progressistes, de pays progressistes. On a un problème là. Comment ça va se passer? Ils vont renier leur base idéologique ou alors ils vont complètement essayer de faire pousser un agenda de droite, un agenda conservateur dans un environnement progressiste, dans un environnement de gauche. Moi, c'est ça qui pose problème. Donc, je ne suis pas sûr... vous n'allez tout de même pas dire qu'il n'y a aucun avantage pour le Cameroun à adhérer au BRICS. Si vous êtes sur les questions des avantages, vous avez l'impression qu'on distribue les bonbons. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bonbons. Je pose des questions. Simples bonbons. Non, écoutez. Sur la scène internationale, surtout. Moi, je suis sur une analyse structurelle. Je ne suis pas là sur ce que les gens... Si je vous donne de l'eau, le Cameroun, dans ses relations avec la France, mais la France lui construit des routes, non? Sauf que le pays est pillé. Le pays ne se développe pas. C'est pas une question de quels avantages. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on essaie de trouver des avantages en tout. Je dis toujours aux gens, faites attention. Pendant la traite négrière, il y a des esclaves africains qui ont appris à parler l'anglais. C'est un avantage, non? Mais vous êtes sûr que quand on parle de la traite négrière et de l'esclavage, vous devez parler de ça? L'approche prônée par les BRICS, c'est différent. Est-ce que vous... Non, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, je ne parle pas des BRICS là. Oui. Je suis en train de parler du Cameroun. Est-ce que le Cameroun, dans sa situation actuelle, je reviens même aux critères que donnait Aïssi tout à l'heure, vous avez une monnaie? Non. Vous êtes un pays souverain? Non. Bon, alors, je ne comprends pas très bien ce que vous allez chercher là-bas. Le tout n'est pas de courir en disant « je veux être avec les forts », comme il disait. Vous voulez être avec les forts, mais les forts vous demandent de faire de petits efforts qui vous permettent d'être crédibles. Vous ne les faites pas. Vous devez sortir du franc CFA, vous ne sortez pas du franc CFA. Vous faites quoi là-dedans? Prenez le leadership pour la fusion CEMAC-CEAC. Si vous n'arrivez même pas à faire la fusion CEMAC-CEAC, mais faites au moins commencer par la fusion de la CEMAC. Vous avez la RCA qui a basculé depuis très longtemps du fait de sa relation particulière avec la Russie. Vous avez la Guinée équatoriale qui a une relation très particulière avec la Russie. Vous avez le Congo qui a une relation particulière avec la Chine. Vous êtes le leader naturel de la CEMAC, vous ne faites rien. Le seul pays qui reste ancré dans c'est-à-dire qui est totalement dans le camp occidental, c'est le Gabon. Tous les autres, 5 pays sur 6, puisque vous-même, vous avez des accords de défense avec la Russie, vous êtes un partenaire privilégié de la Chine dans la CEMAC, mais qu'est-ce que vous attendez? Il vous faut quoi? Vous avez toutes les bases pour créer les États-Unis de l'Afrique centrale, les bases de la première étape. Vous réunissez ces 5 pays, vous formez une fédération, une confédération, faites ce que vous voulez. Mais le grand avantage, c'est que quand vous aurez fait cette confédération avec ces 5 États, vous aurez 70-80 millions d'habitants. Le Gabon, c'est négligeable, c'est 2 millions d'habitants. Vous aurez sur les 3 millions de kilomètres carrés de la CEMAC, le Gabon, c'est quoi, 200 000 kilomètres carrés, je crois. Donc vous aurez à peu près 2 800 000, 2 750 000 kilomètres carrés. C'est à peu près la taille de l'AES. C'est un peu plus, légèrement plus que la population de l'AES. Mais c'est ce que les gens font. Vous êtes là, vous dites non, je m'en vais rentrer dans les BRICS. Vous ne faites pas, les bases ne sont pas là. Vous imaginez que si la fédération de l'AES, aujourd'hui, comme il le prévoit, de faire un État, quand ils présentent un dossier aujourd'hui au BRICS, ils sont 10 000 fois plus crédibles que tout le discours que vous tenez en Afrique centrale. Je veux que les gens comprennent mon propos. Mon propos, ce n'est pas de dire que le Cameroun ne doit pas rêver de liberté.
Mais ce que je dis, c'est que rêver de liberté veut dire que vous mettez en place les bases qui vous permettent à la fois de jouir de cette liberté et de la consolider. Si vous êtes aussi le Cameroun aujourd'hui dans les BRICS, comment le Cameroun va-t-il faire pour que les programmes des BRICS puissent passer ici alors qu'on n'a pas de monnaie? Ça va se passer comment? Donc le tout n'est pas de vouloir trouver un avantage à quoi que ce soit. Il y a toujours, croyez-moi, hein, oui, même dans la pire situation, il y a toujours quelque chose qui peut être agréable. Mais une chose qui est agréable n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Donc dans le cadre de cette adhésion aux BRICS, le Cameroun fragmente l'Afrique centrale. Et cette fragmentation de l'Afrique centrale fragilise davantage la sous-région. Et n'allez pas croire que les BRICS, c'est des enfants de cœur, qu'ils sont dans une hyper-philanthropie. Les BRICS gèrent un certain nombre d'intérêts géostratégiques à travers le monde. Et vous êtes là à imaginer que le tout, c'est peut-être simplement que c'est un environnement où on va trouver des avantages. Non. Est-ce que, au moment où vous êtes en train de parler, en tant que Cameroun, vos intérêts coïncident, sont cohérents avec les intérêts des BRICS? Je ne suis pas sûr que si on fait une matrice pour essayer de répondre à cette question, qu'en ce moment, compte tenu de la situation concrète du Cameroun, que ça va être forcément, la réponse va être positive. Ce n'est pas tout à fait sûr. Donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, on va nous dire, bon, j'entends ici qui dit, commençons quand même, allons-y quand même, et que cela est la manifestation. Non, il a dit c'est la manifestation d'un besoin de liberté. C'est pas ça? Quelque chose dans ce sens-là, je crois. De l'émancipation. Un besoin d'émancipation, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ce besoin d'émancipation ne va pas commencer parce qu'on va dans les BRICS. Ce besoin d'émancipation va déjà commencer par le fait que le pays lui-même fonctionne de manière progressiste. Mais si le pays est englué dans du conservatisme, si le pays est statufié, il est complètement sclérosé dans le statu quo. Où est l'expression de l'émancipation là-dedans? Est-ce que le régime cherche une sorte de protection par rapport à l'Occident dont il a toujours été le filleul? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais nous disons une chose, attention, les critiques que nous envoyons, c'est pour dire au Cameroun, si vous avez une candidature au niveau des BRICS, faites le ménage. Ce sera le prochain sommet des BRICS, c'est en octobre. Vous avez encore le temps de réunir les autres chefs d'État africains, de l'Afrique, de la CEMAC par exemple, et de pouvoir discuter avec eux de de la manière dont vous allez progressivement répondre à l'attente de tous les peuples de cette sous-région, à savoir la création d'un bloc beaucoup plus important, le développement du commerce interne, qui est bloqué par des organisations quasiment terroristes comme la COBAC, qui sont des organisations qui fonctionnent sous le mode de crime contre l'humanité. Parce que des gens qui bloquent le commerce dans un espace comme la CEMAC, qui bloquent le mouvement des ressources humaines, c'est-à-dire en fait la mobilité des ressources humaines, c'est des organisations qui visent en réalité à bloquer le développement de cette sous-région. Et ça, c'est sur le plan technique et dans les missions et les règlements, c'est-à-dire que vous trouverez les textes qui régissent ces organisations-là. Donc vous avez tout ça. Vous avez le fait que le Cameroun aujourd'hui peut bénéficier du fait que le Tchad, la RCA, la Guinée équatoriale, le Congo se sont déjà orientés vers ces pays progressistes. Le Cameroun lui-même s'oriente vers ces pays progressistes. Mais si le Cameroun, lui, il fait le premier pas, il va dans les BRICS. Donc les autres pays, chacun va dire je m'en vais dans les BRICS, je m'en vais dans les BRICS, je m'en vais dans les BRICS. Vous voyez que le problème que je pose, c'est quoi? C'est que l'intégration de la sous-région n'est plus la priorité. Si tout le monde dit je m'en vais dans les BRICS, vous allez gérer l'intégration de la sous-région à quel moment? Et quelqu'un pourra toujours me dire oui, mais est-ce que les deux sont antinomiques, docteur Yamtiba? Non, intégration au sein de... Ne me prêtez pas les mots. Je n'ai pas dit que c'était antinomique. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, et je n'ai pas cette idée-là. Ce que je dis, c'est une question de gestion. Parce que vous posez la question que l'intégration au sein de la sous-région se fera à quel moment? À quel moment? Mais je n'ai pas dit que ça ne se fera plus. Donc, ce n'est pas antinomique dans ma tête. Ce que je dis, c'est que vous devez avoir les bases. Vos bases, c'est d'avoir votre monnaie. Vous ne faites aucun effort dans ce sens-là. Aucun.
Parce que de toute manière, il n'y a qu'à regarder. Vous ne faites aucun effort dans ce sens-là. Vous avez même la BEAC qui prend 4751 milliards, les replace au Trésor français, gagne 196 milliards et clame qu'elle a fait de super bonnes affaires pour l'Afrique centrale, alors qu'il suffisait d'investir 150 milliards à la plaine d'Embo, à la Soderine, là où on a aménagé 40 000 hectares cultivables, et d'y planter des ignames, on aurait dégagé un chiffre d'affaires de 344 milliards. Ça veut dire qu'on aurait fait 32 fois plus. On aurait fait 32 projets différents comme ça, et on aurait pu avoir 344 milliards possibles, hein, 32 fois. Mais voilà des gens qui font 196 milliards, ils sont contents. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les fondamentaux au niveau du Cameroun laissent à désirer. Et s'il n'y a pas un Camerounais pour le dire au Cameroun, s'il n'y a pas quelqu'un pour le dire au Cameroun, l'enthousiasme autour des BRICS va l'emporter et nous ne ferons pas le travail de fond qu'il nous faut faire. Et ce travail de fond, en tant que leader de la CEMAC, c'est le travail qui va consister à organiser la CEMAC, à organiser la sortie du franc CFA. Mais les gens en parlent depuis des décennies. Et le Cameroun n'a pas fait le boulot qu'il faut faire pour sortir la CEMAC du franc CFA. C'est organiser la CEMAC pour qu'elle s'intègre. Au moins le projet de Boganda d'avoir une Afrique centrale latine, bon, il appelait latine, mais c'était la mode à l'époque, mais d'avoir en réalité les États-Unis de l'Afrique centrale, c'est ça le projet. Il faut que le Cameroun n'y avance pas. Le Oumiovel, l'UPC, c'était ça la dynamique, d'avoir les États-Unis d'Afrique centrale. On ne les a pas. Le Cameroun n'a pas posé ces bases-là. Le projet de fusion CEMAC-CEAC, ça fait 10 ans qu'il tourne là, on ne sait pas trop, il n'avance pas. Et vous avez le jeu des puissances internationales qui veulent fragmenter davantage, fragiliser davantage l'Afrique centrale en la fragmentant encore plus sur le plan géopolitique. Ils ont des ambassades ukrainiennes à la RDC au Rwanda. Ils maintiennent, malheureusement, font tout pour faire du chantage à un certain nombre de pays d'Afrique centrale comme la RCA, qui est sevrée de tout financement international depuis des années du fait de ses relations avec la Russie. Je crois que aller adhérer dans les BRICS, c'est une bonne idée, mais y aller tout seul, ça consolide la fragmentation de l'Afrique et c'est ça qui est mauvais. Et ça tue quelque chose, parce que lorsque nous parlons, vous dites peut-être qu'il y a des avantages. Non, ça tue quelque chose. Souvenez-vous de l'acte de retrait, l'acte de retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils ont avancé comme raison? Le manque de solidarité. Et le panafricanisme, c'est quoi? C'est la solidarité entre les peuples africains. Donc vous avez des gens qui sont sur une autre planète que la planète panafricaniste, qui est dans la solidarité des Africains. Et vous me demandez de voir s'il y a un avantage dans une chose pareille. Il n'y en a aucun, parce que nous ne vivons pas des BRICS. Nous vivons d'abord de la construction de notre espace, de notre espace national et de notre espace immédiat. Et c'est à partir de là que nous pouvons donc nous projeter sur la scène internationale. Mais si vous n'avez rien chez vous, si vous ne faites rien chez vous, vous manquez de solidarité chez vous, vous accusez peut-être les panafricanistes d'être complètement à côté puisque vous ne faites pas preuve de solidarité, mais c'est un gros problème. À moins que, je sors par là, que ce soit une stratégie concertée entre les chefs d'État de l'Afrique centrale, de dire que le Cameroun aille d'abord. S'il est accepté, après tout le monde suit, mais tout le monde suit. Vous voyez que si tout le monde suit dans les BRICS, finalement l'Afrique centrale, elle est construite comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire que tout le monde peut se lever et aller dans les BRICS après. Mais entre-temps, l'Afrique centrale ne sera pas construite. Or, ce qu'il faut construire pour qu'on ait du poids dans les BRICS, mais c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas d'abord les BRICS. Vous n'allez pas d'abord construire l'extérieur alors que vous n'avez pas de fondation. Quelle est cette maison que vous construisez? Vous avez d'abord le toit que tout le monde voit. Parce que c'est la scène internationale. Tout le monde, il a un très joli toit vraiment et tout ça. Mais vous n'avez aucune fondation. Est-ce que ça a du sens? Voilà. Vous avez milité, Anatole Albert Aïssi, pour une intégration, un facteur qui permettrait justement à ces pays en question de s'émanciper du néocolonialisme, entre autres. Mais quelle place doit-on accorder aux gros ensembles sous-régionaux, à cette unité politique à laquelle d'ailleurs bon nombre d'observateurs militent aujourd'hui? Si nous allons tous dans les BRICS, quelle place allons-nous donner justement à cette unité, notamment au niveau des sous-régions? Écoutez, M. Nguéné,
lorsque vous tournez en rond sur un projet qui tarde à s'implémenter, qu'est-ce que vous faites? C'est autre chose. Si la mise en œuvre de ce projet ne dépend pas seulement de votre seule volonté, qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, concernant par exemple le Cameroun, je vous ai dit il y a certaines lignes qui bougent, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, du progressisme. Des lignes qui bougent, mais peut-être pas au rythme que tout le monde... Non, c'est pas une question de rythme. C'est pas tous les projets, c'est pas toutes les initiatives qui ont vocation à aller très vite. Vous voulez que ça aille vite. Du côté des Sahel, tout le monde voudrait que ça aille très vite. Mais vous oubliez que pour que ça aille très vite, il y a d'autres réalités qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, vous avez la traite négrière qui est passée par là, vous avez la traite l'esclavage arabo-musulman qui est passé par là, vous avez la colonisation qui est passée par là, vous avez le néocolonialisme qui est par là. Vous faites comment pour courir et chercher à vous affranchir au titre? Non, c'est pas possible. Ce qui est certain, c'est que les lignes bougent. Je crois que ce qu'on peut reprocher au gouvernement camerounais, du moins, c'est lui qui préside à ses destinés, c'est de ne pas communiquer sur certaines choses, Il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, le Cameroun, je crois que l'Assemblée nationale a promulgué un texte autorisant le président de la République à la création, n'est-ce pas, du Fonds monétaire africain au Cameroun. C'était un projet. C'était un projet panafricaniste, il me semble. Donc, entre autres choses qu'il faut noter, je ne veux pas parler d'autres choses ici, parce que cela relève, c'est pas ce qu'on en parlera. Mais je pense que, je suis parfaitement d'accord qu'il faut d'abord construire notre espace. Mais si construire notre espace, ça prend du temps, du fait que construire notre espace va créer des dynamiques de déstabilisation de celui qui n'a pas envie de partir. Je parle de la France qui est là, je parle des États-Unis qui sont là. Il y a des, je vous dis du coup, pour vous, il faut passer à autre chose. Même déjà, c'est une parenthèse, le fait même déjà que au Cameroun, vous avez des médias engagés comme le vôtre, ça pose problème à ceux qui pensent que certains États africains ne doivent pas avoir la liberté, n'est-ce pas, d'œuvrer, de faire, la liberté d'initiative, la liberté de parole, comme la France. Combien de fois est-ce que la diplomatie française a fait pression à étudier pour qu'on ferme ces médias? Peut-être que vous ne le saviez pas. La diplomatie française a fait pression et continue de faire pression à étudier pour qu'on ferme ces médias à défaut de dévoyer sa ligne éditoriale. Et ça veut tout simplement dire que ça ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Nous souhaitons même que ça aille très vite, c'est-à-dire que le lendemain, à l'instant là, on s'y ne sait pas une ordonnance pour qu'on se du franc CFA. Ça c'est peut-être possible. Mais je voulais vous rappeler, c'est important l'histoire, il y a l'habitude de le dire. Au début des années 80, le Cameroun avait une société d'exploitation maritime. Je crois que c'est Camship. Vous savez qui a coulé cette société? C'est une société qui avait ses bateaux. C'est le gouvernement français. Lorsque le Cameroun décide de s'affranchir de l'achat, de la fourniture n'est-ce pas, d'autobus, à l'époque c'était ce truc qui était fonctionnel. Alors le gouvernement camerounais décide d'aller acheter les autobus où? En Chine. Vous savez qui a coulé le bateau qui transportait ces autobus? C'est le gouvernement français. C'est pour vous dire que c'est important l'histoire. Donc ça va au rythme, ça va au rythme adéquat à mon sens. Oui. Il y a les lignes qui bougent, ça bouge peut-être pas au niveau tel que la vitesse que nous souhaitons. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, les questions d'intégration. Oui, j'ai aussi l'impression, comme vous, que c'est un serpent de mer. Pendant qu'on y est, à quel niveau se trouve-t-on avec le passeport CEMAP? À quel niveau se trouve-t-on avec le projet d'intégration sous-régionale, c'est-à-dire libre circulation des personnes et des biens? C'est bloqué à cause du fait, ces deux projets sont bloqués du fait d'un seul petit pays qui a même décidé de construire une barrière
à la frontière avec le Cameroun pour éviter que les Camerounais entrent sur son territoire. Et vous parlez d'une intégration sur-régionale. Je parle de la Guinée équatoriale, par exemple. Je crois que tous les jours, vous entendez, nous assistons à des opérations de refoulement des Camerounais de la Guinée équatoriale, pas seulement des Camerounais, même des Tchadiens, c'est-à-dire des populations de la sous-région. Et vous parlez d'intégration sur-régionale. Mais entre-temps, l'inverse, la réciprocité, pour éviter justement que la situation s'envenime ne se passe pas de l'autre côté des frontières de cet État. Vous n'avez jamais entendu qu'on a refoulé, n'est-ce pas, les Gabonais du Cameroun, ou bien qu'on a refoulé les Équatoriens-Guinéens du Cameroun. Vous n'avez jamais entendu qu'on a refoulé les Tchadiens du Cameroun du tout. Mais régulièrement, les Camerounais sont refoulés. La dernière fois, c'était du côté du Congo, Brazzaville pour être précis. Ou, pour eux, un fait divers. Vous avez des Camerounais, vous avez, j'ai envie de dire, la communauté camerounaise qui a été pourchassée au Congo Brazzaville. Pour un fait divers. Tous les jours, vous avez des étrangers, tchadiens, centrafricains. Du coup, difficile justement d'implémenter cette qui commettent des forfaits intégration. au Cameroun. Qui commettent des forfaits au Cameroun. Quelques formes de crimes. Mais vous n'avez jamais entendu que des Camerounais ont engagé une chasse aux sorcières contre les communautés de ces pays-là. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. C'est factuel. Donc, nous pensons donc que, en attendant que donc, les dynamiques d'ego, telles que j'ai évoquées, puissent être réglées, il faut avancer. Il faut faire avancer, il faut avancer comme ça se doit, à un niveau, il faut avancer. Vous savez, aucun État, vous l'avez l'habitude de le dire, entre les États, il n'y a que les intérêts. Aucun État ne peut accepter de bloquer, n'est-ce pas, sa progression, n'est-ce pas, de bloquer ses ambitions au nom des égaux d'un État, fut-il un État ami ou frère. Il faut prendre en compte cet élément-là. Je crois que peut-être c'est la prochaine élite politique qui va s'atteler à la construction d'une dynamique d'unité politique de l'Afrique. Parce que l'élite actuelle, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout, parce que l'élite actuelle, déjà, elle est occidentalisée. Elle est plus tournée vers la Méditerranée ou bien l'océan Atlantique que sur le continent africain. La preuve, la plupart de cette élite, une grande partie, sinon la majorité, préfère avoir, n'est-ce pas, des avoirs à l'extérieur plutôt que sur le continent africain. Ils préfèrent s'acheter des châteaux, des duplex à l'extérieur plutôt que de construire sur le continent africain. Mais lorsque vous avez affaire à une telle élite, vous ne pouvez rien attendre de bon. Il faut donc, chaque matin quand nous sommes ici, c'est œuvrer à ce que justement, qu'on ait une conscience politique, critique, qui puisse véritablement prendre en compte justement ces éléments que nous mettons en débat, à savoir penser l'unité politique du continent africain, penser l'intégration des États africains en un seul bloc. Lorsque vous avez l'Union africaine, lorsque vous avez l'Union africaine qui est devenue membre, qui veut devenir membre du G20, vous pensez que c'est sérieux? Vous pouvez compter sur une telle institution qui devrait, de notre point de vue, œuvrer pour la consolidation de l'unité africaine, mais non. Elle pense plutôt qu'il faut intégrer le G20. Mais qu'est-ce que l'Union africaine a à aller voir dans le G20? La question reste ouverte. Voilà. Cameroun, Thaïlande, Pakistan, Sri Lanka, Syrie, Venezuela ou encore Zimbabwe, les nouvelles candidatures donc, qui frappent plus que jamais aux portes des BRICS depuis le début de cette année 2024. Aux côtés, Dr Yamtimba, d'autres adhésions officielles d'ores et déjà. On parle des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie, entre autres, qui rejoindront donc officiellement le bloc au mois d'octobre 2024. Alors, le bloc s'élargit officiellement. Pour quelle implication aujourd'hui? Doit-on considérer cela comme étant une mauvaise nouvelle, notamment pour l'hégémonie du dollar américain? Je crois que ça fait partie des questions, effectivement, qui sont au centre de la dynamique des BRICS. Oui.
il faut dédollariser le monde. Et en dédollarisant le monde, ça permet de réorganiser le commerce et de rendre le monde un peu plus juste, probablement. Je voudrais dire, avant de continuer, éclaircir quelque chose. Le problème pour moi n'est pas que le Cameroun adhère. Il peut adhérer à tout ce qu'il veut. En tout cas, les dirigeants actuels peuvent faire adhérer le pays à tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça la question. Et si cela peut aider le pays, ce ne sera pas si mauvais que ça. Mais la chose sur laquelle j'insiste, c'est que faire adhérer le pays, engager le pays dans divers chantiers, alors que des chantiers qui sont là depuis des décennies n'avancent pas, c'est un problème. Je veux bien comprendre que la Guinée équatoriale, le Congo expulse des Camerounais. Il faut savoir être un leader, monsieur, ici. Le Cameroun ne va pas commencer à se plaindre du fait que la Guinée équatoriale expulse des Camerounais ou pas. Le problème, c'est quelle est l'organisation interne du Cameroun qui rend cela impossible. C'est ça la question qu'on ne se pose pas. Quelle est l'organisation interne du Cameroun qui peut rendre cela impossible? C'est ça le problème de fond. Les choses qui n'avancent pas. Mais si le leader dit que les choses n'avancent pas, qui va le faire alors? Si le Cameroun dit l'intégration de la CEMAC n'avance pas, qui va faire avancer ça? La République centrafricaine? Le Gabon? C'est le Cameroun qui doit faire le boulot. Le niveau de responsabilité de notre pays, c'est celui-là, malheureusement, qu'on le veuille ou pas. Et si on ne l'accepte pas, ben, ça veut dire, ça consolide, ça conforte les gens dans l'idée que peut-être le régime actuel, le système actuel, ne sont pas du tout disposés à travailler réellement à l'intégration africaine, à l'intégration sous-régionale. Mais si des Camerounais sont expulsés du Congo, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'organisation interne du Cameroun qui ne peut empêcher ça. Et c'est ça le problème. Donc, nous, parce que, je vais vous dire, vous croyez vraiment que ça peut être aussi facile d'expulser un Chinois du Vietnam? Ça ne l'est pas. Parce qu'il y a quelque chose dans l'organisation, la Chine, qui empêche le Vietnam de faire ça. Tout simplement. Si donc les Congolais et les Équato-Guinéens y arrivent, c'est qu'il y a quelque chose dans l'organisation interne du Cameroun qui permet ça. Et cette chose-là, il faut l'identifier et la régler. Je crois que c'est ça. Sur le plan technique, administratif et politique, c'est ça la réponse. Et de l'autre côté, que le Cameroun intègre les BRICS, ce n'est pas le débat que nous avons. En réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui dit que le Cameroun ne devrait pas intégrer les BRICS. Non, je crois que ce n'est pas ça le débat. Parce que j'ai cru comprendre que c'était ça le propos. Ce n'est pas ça le débat, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le Cameroun devrait éviter d'avancer en laissant ses fondations inachevées. Parce que si vous construisez une maison, et tous ceux qui ont l'expérience de la construction d'une maison le savent, c'est d'abord les fondations. Vous pouvez avoir la plus belle toiture de la planète. Si vos fondations ne sont pas solides, vous n'avez pas de maison. Donc si le Cameroun est là, ne fait rien pour prendre sa monnaie, vous me dites la France a coulé si la France a empêché de faire ça. Non, les Camerounais n'ont pas été capables de gérer leurs actifs, c'est tout. Si la France a une action qui est connue, elle ne veut pas du tout que les Africains se développent. Point. Si vous êtes donc africain, vous faites quoi? Vous continuez à vous plaindre que la France a fait ci, elle a fait ça. Non. Vous mettez fin à ce que la France fait, tout simplement. Est-ce que pour faire partie l'armée française du Burkina Faso, le Burkina a commencé à dire oui, c'est quand même la France, ils sont machin. Ils leur ont demandé de partir en point trait. Donc le Cameroun, s'il veut être un vrai leader au niveau de l'Afrique centrale, demain matin, ils disent que le franc CFA c'est terminé. Et on fait ce qu'il y a à faire. Pour ça, la France va faire quoi? Elle va raser le Cameroun de la surface de la planète. Dites-moi. Si le Cameroun dit aujourd'hui plus de francs CFA, la France va raser le Cameroun de la surface de la planète, elle va faire quoi? Monsieur, elle va venir négocier. Et ça, c'est peut-être une chose que nous semblons ignorer. Mais si le Cameroun dit plus de francs CFA, la France va venir négocier. Nous avons un pouvoir que nous n'utilisons pas. Au fond, nous donnons plus d'importance à la France qu'elle n'en a et nous lui donnons plus de responsabilités qu'elle ne peut emporter elle-même.
Parce que cette France qui est là aujourd'hui, elle est d'une fragilité qui est telle que je ne comprends même pas comment les Africains continuent à vouloir débattre tout le temps de la France. Nous devons faire ce que nous avons à faire sans chercher à écraser la France ou à détruire la France. Ce n'est pas ça le problème. Nous ne sommes pas là pour détruire un pays ou pour faire du mal à qui que ce soit. Nous sommes là pour construire simplement notre pays, notre continent, notre sous-région et notre continent. Et sur cette base, s'il y a un pays qui pense qu'il a intérêt à continuer à travailler avec nous, mais le pays viendra négocier. Nous restons ouverts parce que nous sommes dans le monde et que nous n'allons pas fermer les portes à quelqu'un pour des raisons qui ne sont pas pertinentes. Et donc, on pourra discuter avec la France et voir ce qu'on peut lui réserver. Mais en attendant, le franc CFA n'est pas notre monnaie, on met fin à ça. Point. On n'a pas de débat là-dessus. On n'a aucune explication à donner à la France, on n'a aucune explication à donner à personne. On a mis fin à ça, point, et on crée notre monnaie. Terminé. Si la France n'est pas contente, elle peut parler en France, là-bas, en Europe, autant qu'elle le fait, c'est son problème. Mais si elle est sérieuse, si elle est structurée, et j'ai du mal à croire que la France ne soit pas un pays structuré, si elle est sérieuse et structurée, elle viendra dire, mais vous avez mis fin au franc CFA. Comment on organise donc nos relations commerciales aujourd'hui? Et puis on discutera avec elle. Mais pour le moment, vraiment, quand il s'agit de discuter du franc CFA, de discuter de l'intégration sous-régionale, la France ne fait pas partie de l'équation. Pas du tout. Et donc, si les Camerounais ont fait exploser leur compagnie maritime, et ils sont là, ils accusent la France, il faut qu'ils arrêtent ça. Ils n'avaient qu'à dire, nous ne travaillons pas avec la France. C'est tout. Et s'ils avaient mis fin au franc CFA, la France ne se serait pas attaquée à tout ça. S'ils s'étaient arrangés à ne plus parler français ici, à ne plus parler anglais, la France ne se serait pas attaquée à ça. Ou même si, dans ce cas, dans d'autres cas, si elle s'était attaquée à ça, ça aurait été un autre problème. Parce que pour le moment, quand elle s'attaque à ce que nous faisons en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, là où on parle le français, utilise le franc CFA, mais c'est nous qui leur donnons l'opportunité. Nous continuons. Il y a eu l'histoire qui s'est faite, mais aujourd'hui, si nous ne sommes pas assez conscients pour dire nous ne nous occupons même pas de la France. On n'a même pas fait ça. On a à créer un système qui nous permet de ne plus parler français, de ne plus parler anglais. Mais les gens font comme si ça n'a pas existé. Les Indiens parlaient anglais, ils parlent encore anglais. Voilà. Mais et je voudrais finir. Oui, vous sortez, puisque vous allez également réagir sur l'adhésion des 4 nouveaux membres. Le problème de fond pour les Africains, pour nous les Africains, c'est quelles sont nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Une priorité peut avoir la pertinence de la priorité, mais ne pas être la chose la plus importante pour nous. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui nous permet, sur le long terme, d'être solide, d'être puissant et de construire de la prospérité et de la puissance? Voilà ce qui est le plus important. Maintenant, si le Cameroun, ça marche, tant mieux. Les autres pays qui adhèrent, Arabie Saoudite, Iran, Égypte, Éthiopie. Les pays des BRICS sont dans une refonte totale de la géopolitique internationale. Et cette refonte totale de la géopolitique est telle que un certain nombre de pays stratégiques, ils veulent que ces pays-là les rejoignent, ce qui est tout à fait normal. C'est une question d'intérêt. Et ces intérêts-là leur permettent de cibler un certain nombre de pays, de faire avancer certaines candidatures et pas forcément d'autres au même rythme. Parce que si vous avez le Cameroun dans les BRICS, vous avez le fonds du Golfe de Guinée qui est contrôlé. Si vous avez... Tout ça est très stratégique. Si vous avez un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est le premier producteur mondial, enfin l'un des producteurs les plus importants qui a de pétrole au monde. Aujourd'hui, ils ont les réserves prouvées les plus importantes au monde. Donc ça permet de contrôler les matières premières. En plus, un pays comme celui-là est en froid avec les États-Unis parce qu'il s'est rendu compte que ses avoirs pouvaient être gelés comme ceux de la Russie et ça l'a refroidi. Et du coup, c'est un pays qui, dans la zone, est le leader économique. Et les BRICS ont réussi, en tout cas c'était à l'initiative de la Chine, ont réussi à les réconcilier avec ce que les Américains ont tenté de leur présenter depuis des décennies comme étant leur ennemi mortel, l'Iran. Et du coup, là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas ennemis vraiment. Ils pratiquent la même religion. En réalité, leurs exportations de pétrole ne sont pas particulièrement
concurrentes parce que la demande mondiale est énorme, mais qu'en réalité, en travaillant ensemble, ils peuvent ramener la paix dans la région, dans la sous-région. Et ils se rendent compte que ils ont été manipulés par les Américains et l'Occident depuis toujours. Mais après, les choses peuvent évoluer dans le temps. Et vous avez donc le fait que, globalement, je ne vais pas aller citer tous les pays, mais vous avez le fait que les BRICS cherchent tout ce qui est stratégique au niveau international, les pays qui représentent, qui leur permettent d'avoir un certain contrôle de matières premières, qui leur permettent de faire évoluer le pourcentage, le pourcentage des BRICS dans le commerce international, parce que ce pourcentage-là permettra de se débarrasser du dollar facilement. Si vous contrôlez 50, 60, 70% des échanges internationaux, vous n'allez pas continuer à utiliser la monnaie de quelqu'un qui contrôle une très petite fraction du commerce international. Donc tout ça, la dédollarisation est en marche, et vous savez qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite et la Chine, je crois, échangent leur pétrole essentiellement en monnaie nationale, ce n'est plus en dollars. Et enfin, il est clair que ces candidatures, disons ces pays ciblés par les BRICS, ce sont des pays qui représentent soit donc un intérêt sur le plan du commerce international, soit un intérêt sur le plan de la géographie pure. Un pays comme le Cameroun peut être tout simplement le fait que, comme c'est logé au fond du golfe de Guinée, ça permet de contrôler l'Atlantique, ça permet de contrôler le commerce le long de l'Afrique, et ça permet donc d'avoir, à mi-chemin entre l'Afrique du Sud et l'Europe, un hub, par exemple, pour les navires, etc. Et le Cameroun avait été ce hub-là pendant un bon moment, que ce soit sur le plan, par exemple, du transport aérien à l'époque, ou dans le cadre du transport, par exemple, maritime. Et la troisième chose, c'est que certains pays représentent, si vous voulez, sur le plan idéologique, représentent des relais extrêmement puissants, à la fois de l'idée de la dédollarisation, mais également de l'idée de l'émancipation par rapport à l'Occident. C'est le cas du Zimbabwe, qui s'est mis en place avec le ZigGold, qui constitue une expérience qu'il faut suivre de près, parce qu'il avait été annoncé que la monnaie des BRICS, qui devait mettre une monnaie en place, devait effectivement être fondée, devait être arrimée, ou disons, garantie par l'or. Et du coup, ce que le Zimbabwe fait est quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre, qui permet de voir quels sont les problèmes, quels sont les avantages, etc. Donc, aujourd'hui, les BRICS veulent installer un monde multipolaire, un monde beaucoup plus juste, mais il ne faut pas oublier que ce qui importe dans ce monde multipolaire et ce monde plus juste, c'est comment les espaces sous-régionaux y vont, parce que vous tirerez le maximum de bénéfices en étant beaucoup plus audible, en ayant une certaine taille et donc un certain poids pour pouvoir peser sur les décisions. Vous tirerez le maximum du bénéfice dans ce sens-là, et non pas si vous êtes relativement léger. Merci à vous, Dr Yamtimba. On va avancer, évoluer rapidement, parlant justement de la deuxième thématique ce matin, revenant sur la sortie de Dmitri Peskov, le porte-parole, entre autres, de la présidence russe, qui a donc réagi à l'envoi probable, notamment d'instructeurs français du côté de l'Ukraine. L'idée est en train d'être, du moins germe de plus en plus, au moment où le président Volodymyr Zelensky est attendu du côté de la France. Ça sera précisément dans quelques heures seulement, ce dernier qui devra donc, entre autres, entrevoir ce voyage, un voyage où l'aide militaire à l'Ukraine est également au menu. La Russie n'exclut donc pas de frapper les instructeurs français qui seraient donc déployés du côté de l'Ukraine. C'est ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, qui a réagi lors d'une conférence de presse. Il s'est exprimé en ces termes, je cite, « Aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'humilité face notamment aux frappes. » Fin de citation. A-t-il lâché lors d'une conférence de presse. Peu importe qu'il soit français ou non, a ajouté Dmitri Peskov. Cette sortie va-t-elle dissuader Paris? Paris qui envisage, on le rappelle, Anatole Aber a ici formé donc une coalition européenne d'instructeurs qui sera par la suite déployée du côté de l'Ukraine afin notamment de former, selon la mission qui a été assignée justement à cette coalition, former les militaires ukrainiens. Écoutez, je ne voudrais pas mettre cela dans les déclarations
intempestive de Macron, n'est-ce pas, une déclaration intempestive auquel nous sommes habitués. Oui. Déjà, ces déclarations interviennent dans le double contexte des élections européennes qui sont annoncées, je crois, pour ce mois de juin. Et ensuite, il est question pour lui, Macron, de remettre la diplomatie française en selle du point de vue du contexte européen. Et vous vous souvenez qu'il y a environ 1 ou 2 mois, il a fait les mêmes déclarations où il indiquait clairement que toutes les options étaient sur la table dans la perspective, n'est-ce pas, de déployer les forces françaises du côté de l'Ukraine. Je crois que sa propre opinion a été contre ces déclarations. Il y en a qui ont trouvé cela stupide et irresponsable. Parce qu'en face, la Russie, c'est quand même une puissance nucléaire. En fait, il dit ce qui existe déjà, c'est-à-dire vous avez des mercenaires français qui sont en Ukraine, vous avez des militaires ukrainiens qui sont en France dans le cadre des formations, notamment à l'utilisation, n'est-ce pas, soit des chars, soit des avions de chasse. Donc, c'est une réalité factuelle. Au début de cette crise en 2022, il parlait Macron d'éviter à la France d'être co-belligérant du côté de l'Ukraine. Mais sauf que, en fourguant armes, munitions et argent à Kiev, ils deviennent de fait des co-belligérants. Donc, il faut éviter la manipulation, il faut éviter la manipulation au niveau, n'est-ce pas, du narratif. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont franchi la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Tout comme les États-Unis ont franchi la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Pareil pour les Anglais, les Britanniques, pareil pour les Allemands. Ça dit que désormais, les armes fourguées à Kiev sont utilisées pour frapper le territoire russe. Et maintenant, on parle d'instructeurs. Maintenant que la France décide de manière unilatérale, ça veut dire envoyer les instructeurs en territoire ukrainien, ça veut dire 2 choses. La première, il est question de pouvoir adhérer l'opinion européenne à l'élection, n'est-ce pas, des représentants de son parti, dans le cas de cette échéance électorale. Nous sommes dans le contexte des élections européennes, ça je vous l'ai dit. Oui. Il veut également faire pression sur les autres pays européens à faire la guerre, à engager une coalition opérationnelle du côté de l'Ukraine. Et je pense que, pas plus tard qu'hier, Matteo Salvini a fait une sortie disant à M. Macron qu'il est malade, qu'il a essayé de faire soigner. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une telle déclaration, ça veut dire qu'il est une fois de plus irresponsable. En dehors d'être irresponsable, il doit avoir des problèmes dans son cerveau. Mais en même temps, là je vais peut-être évoquer une question peut-être morale. M. Macron n'a pas d'enfant. M. Macron n'a pas d'enfant, donc ça ne le générait pas d'envoyer les enfants des autres, c'est de se faire tuer en Ukraine. C'est connu. Parce que lorsque vous avez des enfants que vous aimez, que vous respectez, je suis pas sûr, vous réfléchirez pas 2 fois avant de faire de telles déclarations irresponsables. Voilà. Je crois que la diplomatie russe a été claire. Que justement, les instructeurs français n'ont pas d'immunité, un peu comme c'est souvent le cas dans le contexte africain où les militaires français sont libres de commettre des exactions qu'ils veulent, violer, piller, tout ce que cela comporte. Et puis, lorsqu'ils rentrent à l'Hexagone, les procédures engagées contre eux sont classées. Mais la sortie de la Russie va-t-elle dissuader? Je pense que nous ne sommes pas, la guerre, ce n'est pas un jeu. La guerre, ce n'est pas un jeu. Donc, je pense qu'avant Dmitry Peskov, vous avez Vladimir Poutine qui a été le premier à s'exprimer là-dessus. Et ensuite,
le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit qu'effectivement, si d'aventure les instructeurs français se retrouvent en Ukraine pour former les Ukrainiens, les militaires ukrainiens, ils en porteront les conséquences. Et nous savons que les conséquences pourront être quoi? La neutralisation, tout simplement. Et je crois que dans ce contexte où, non seulement les armes occidentales sont en train de bombarder les territoires libérés par, ou bien contrôlés par la Russie, ou bien se retrouvent en territoire russe, ce ne sera pas une situation qui va rester impunie. Il y aura forcément une réaction appropriée qui va suivre. Nous pensons donc que ça nous intéresse. Cette affaire-là, ça se passe en Ukraine, mais ça nous intéresse davantage en Afrique parce que l'agenda, n'est-ce pas, de l'OTAN d'une manière générale, c'est de s'attaquer aux intérêts russes sur le continent africain où qu'ils se trouvent. N'oubliez pas qu'il y a ce projet qui est nourri. Que vient faire l'OTAN, par exemple, en Afrique? L'OTAN n'est pas une organisation qui rentre dans le cadre des intérêts, de la défense des intérêts africains. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, il me semble. Donc ça devrait uniquement intéresser le bloc occidental. Mais que vient faire l'OTAN, notamment au Sahel et en Mauritanie? Il y a un projet derrière. Et dans le contexte africain, vous avez des bases de l'OTAN qui s'y trouvent. Pourquoi faire? C'est-à-dire que cette organisation va servir de pont avancé dès lors qu'il sera décidé de s'attaquer aux intérêts russes sur le continent africain ou bien dans certains États. Ils nous ont prévenus lorsque certains États africains avaient choisi le non-alignement dans leur dynamique de sanctions tous azimuts contre la Russie. Alors, il faut donc faire très attention. Nous devons pouvoir rester, je vais envie de dire, vigilants, parce que derrière, il y a un projet, mais un agenda caché. Voilà. Nous en parlions il y a quelques heures de cela, docteur Yamtiba, revenant justement sur ces instructeurs qui seraient probablement envoyés du côté de l'Ukraine. On parle d'instructeurs français. Instructeur aux Français, blanc bonnet, bonnet blanc. De toutes les façons, vous l'avez rappelé dans votre première prise de parole, mais là nous avons la sortie du Kremlin, le porte-parole de la présidence russe qui réagit. Les soldats français, qu'ils soient instructeurs ou pas, déployés en Ukraine, ne jouiront pas d'une immunité. Ils seront frappés. La réponse vous paraît-elle proportionnelle à la volonté affichée par la France jusqu'ici, ou du moins à ce souhait d'être, au-delà même du souhait, mais surtout à la démarche de Paris qui voudrait justement déployer des instructeurs du côté de l'Ukraine? Pardonnez-moi. Je pense que la Russie fait juste preuve d'un désir de paix. Parce que quand quelqu'un vient vous faire la guerre, ce n'est pas vous qui l'avertissez que vous allez frapper, puisqu'il est venu frapper. Un instructeur, il ne vient pas faire la pêche. Il ne vient pas jouer au football. Il vient former les soldats ukrainiens. Et les soldats font quoi? Il vient former des soldats qui vont tuer des Russes. Pour empêcher que des Russes soient tués par ces soldats qui sont incompétents, on fait quoi? On empêche qu'ils soient formés. Je pense que c'est le minimum. Donc, en fait, le propos, les Russes sont simplement des hommes de paix. C'est des hommes de paix qui disent à la France, c'est pas la peine. Il faut pas envoyer des jeunes gens mourir ici pour rien. Bon, tout à l'heure, Aïssi parlait de... Il disait que le président français n'a pas d'enfant. Ça m'a fait un peu sourire. Mais parce que, malheureusement, ce qu'il dit, c'est quelque chose de particulièrement grave. Et on peut avoir l'impression qu'il le dit par sarcasme. Ce n'est pas du sarcasme, c'est terrible. C'est même quelque chose à la fois de terrible, mais également de pénible. Parce que la guerre, en général, c'est le fait de régler ses problèmes en envoyant se battre des jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont fait aucun mal, par des vieux types, par des types totalement inconscients qui n'arrivent pas à régler des différends simples. Poutine et Macron se sont déjà rencontrés. Ces soldats français, dont certains sont peut-être même nés à des milliers de kilomètres du sol européen, puisque certains viennent peut-être de Nouvelle-Calédonie,
de Guyane, de Martinique, de La Réunion, sont à des milliers de kilomètres de l'Europe. Ils vont se retrouver là à aller montrer comment on tue des gens, comment il faut tuer des soldats russes qui sont très très loin de chez eux. Tout simplement parce que des gens qui se connaissent n'arrivent pas à régler leurs problèmes, n'arrivent pas à régler leurs différends. Au fond, que reproche la France à la Russie? Parce que, au bout du compte, il faudra qu'on réponde à cette question. Cet engagement, cette espèce de c'est même de l'enthousiasme, parce qu'on dira, c'est un intérêt bizarre. Que reproche la France à la Russie? Qu'est-ce que la France lui reproche? Donc vous avez vous avez quelqu'un qui ne risque pas de subir les foudres de sa femme, qui va lui reprocher d'avoir envoyé un de l'Est sur le front. Mais vous avez aujourd'hui des milliers de familles françaises, certaines ont même porté plainte pour certains types d'opérations à l'État français, qui sont endeuillés, qui ont perdu des papas, des fils, des oncles, des tantes, des cousins, des filles et des mamans, tout simplement à cause de cette décision tout à fait déraisonnable de tous ces chefs d'État qui provoquent des guerres partout dans le monde sans qu'on comprenne réellement pourquoi, ou qui les poursuivent sans qu'on comprenne pourquoi. Que reproche la France à la Russie? Donc, de toute façon, si vous allez sur le théâtre de la guerre, vous avez au minimum la possibilité que vous serez tué. Et une des possibilités, vous serez tué. Donc, ces instructeurs qui vont sur le théâtre de la guerre, j'ai quand même du mal à imaginer qu'ils seront envoyés là-bas et on pense qu'ils vont rentrer tous sains et saufs. Et je voudrais rappeler quelque chose à la France. Les Américains se sont amusés de cette façon sous Kennedy à dire non, on va seulement envoyer des instructeurs au Vietnam. C'est devenu le plus grand traumatisme des Américains. Les Américains sont partis du Vietnam, ça va bientôt faire 50 ans, mais ça reste un traumatisme même pour les jeunes générations. Ils ont fait tous les films qu'ils ont voulu, écrit tous les livres qu'ils ont voulu, fait tous les documentaires qu'ils ont voulu, toutes les émissions de télé, toutes les analyses qu'ils ont bien voulu faire. Le traumatisme est toujours là. Faites très attention à envoyer des instructeurs quelque part et à dire ouais, après on va envoyer quelques centaines de soldats français. Il est évident que ce n'est pas quelques centaines de soldats français qui vont aller détruire l'armée russe. Et il est évident que il devrait aller lire un peu plus Napoléon. Je conseillerais au président français de lire la vie de deux chefs de guerre qui ont essayé de s'attaquer à la Russie. Napoléon, qui a été battu à plate couture, von Polinius, qui conduisait le corps expéditionnaire allemand. Il devrait s'en inspirer. Je crois qu'il devrait les lire pour essayer d'arrêter cette folie qui essaye de se mettre en place. Mais vous savez que les Européens, ils ont ce truc-là qui les pousse à croire que faire la guerre est une activité honorable. Faire la guerre, c'est de la bêtise. Faire la guerre, c'est de la faiblesse. Faire la guerre, c'est de l'incapacité à se contrôler, c'est de l'incapacité à être mal alpha. Faire la guerre, c'est de l'incapacité à formuler des solutions fortes. Parce qu'il y a ce truc chez les Occidentaux qui est très amusant. Barack Obama va venir vous dire, oui, ce n'est pas les hommes forts, c'est les institutions fortes. Mais quand ils sont là en Ukraine, dans le conflit russo-ukrainien, pourquoi ils ne parlent plus? Là, il faut des hommes forts, il ne faut plus des institutions fortes. C'est-à-dire que cette contradiction permanente de l'Occident est terrible. C'est quelque chose de pénible. C'est pénible. On a l'impression que c'est des gens qui n'ont aucune projection historique que quand ça les arrange. Que quand ça les arrange. Là, Barack Obama, depuis là, il n'a pas vu que le conflit là a commencé pour dire à tout le monde que non, il faut des institutions fortes, pas des hommes forts. Il a oublié ça. Il ne sait plus dire ça. C'est ça le problème avec l'Occident. Il est fatigant.
il est fatigant comme une cour de récréation. Or, le monde est beaucoup plus sérieux que ça. Et faire la guerre, c'est quelque chose de terrible. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est que la guerre. Quand je regarde le président français, il est déjà allé sur un vrai théâtre de guerre. Il faudrait qu'il aille passer une semaine avec une armée qui est en guerre. Je crois qu'il veillera à tout faire pour éviter la guerre. C'est son rôle d'aller sur le terrain, le président français. Vous êtes commandant en chef des forces armées, votre rôle c'est quoi? C'est de rester dans un bunker et de coordonner les opérations sur le terrain. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais vous parler de deux petites choses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, très rapide, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les maréchaux et les généraux allemands, à un moment donné, regardant les pertes, particulièrement quand l'armée de von Polonius a commencé à battre en retraite et que Rommel a commencé également à battre en retraite en Afrique du Nord, ils se sont dit, parce que Rommel est rentré, un certain nombre de généraux sont rentrés du front, un certain nombre d'officiers supérieurs. Et là, ils ont dit, c'est le carnage. Mais Hitler n'était jamais allé là-bas. Lui, il allait à Paris, quand on a pris Paris, il allait là où, bon, il n'y a pas quelque chose. Et puis, sauf quand son train a été pris à partir 2 ou 3 fois. Et puis, les généraux ont dit, il faut arrêter ça. Ce qu'ils ont vu était insoutenable. Et ils ont fait ce qu'on a appelé le complot des généraux, ils ont monté le complot des généraux contre Hitler. Il a été éventré parce qu'il y a toujours des gens, il y a toujours des traites partout. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que ceux qui avaient vu la guerre et avaient fait la guerre ne pouvaient plus supporter les horreurs de la guerre. Et ils voulaient y mettre fin. Nous sommes en 1942. Si on avait arrêté cette guerre à la fin 42, début 43, cela aurait épargné au monde quelques dizaines de millions de morts. Deuxième chose, lorsque Abraham Lincoln, dans la guerre de sécession aux États-Unis, lorsqu'Abraham Lincoln, son fils, vient lui dire qu'il s'en va se battre, il se rend compte que la guerre n'est plus si lointaine que ça. Elle est vraiment dans sa maison. Et sa femme ne veut pas du tout que son fils aille prendre les armes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'Abraham Lincoln revenait du front, parce que lui, il allait au front, pas les gens qui restent dans les palais et envoient les enfants faire la guerre. Chaque fois qu'il revenait du front, lui racontait les pires horreurs. Et cette femme lisait la presse en cachette. Elle ne voulait pas que son fils aille faire la guerre. Et ça a été l'une des engueulades les plus mémorables peut-être la plus grosse engueulade entre Lincoln et son épouse, Abraham Lincoln et son épouse. Pourquoi je vous rappelle ces anecdotes? C'est parce que les gens vivent comme si l'histoire n'a pas existé. Les gens sont là, ils ont l'impression qu'ils incarnent une telle puissance ou quelque chose qui est nouveau sur la terre. Les Latins, au Moyen-Âge, disaient « nihil nove sous le soleil ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc vous avez un type qui est là, qui est assis dans son palais de l'Élysée, et je rappelle que c'est un palais construit avec l'argent de la traite négrière, qui est assis dans son palais et qui dit non, je vais envoyer des instructeurs, je vais envoyer quelques soldats français. Ce type n'a jamais fait la guerre. Il n'a aucune idée de ce que c'est que la guerre. La guerre n'a jamais eu aucun moment dans l'histoire de l'humanité où elle était nécessaire. Jamais. La guerre n'a jamais été nécessaire à un moment ou à un autre. Il arrive qu'on fasse la guerre, mais si les hommes étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus grands qu'ils devraient l'être, ils ne se feraient jamais la guerre. Parce que comme le disait le roi François Ier, la guerre, mais une armée, c'est une force de destruction qui écrase tout sur son passage. Les gens n'imaginent pas ce que c'est. Et Ramsès II n'avait de cesse, le pharaon Ramsès II n'avait de cesse de dire « Pourquoi les Hittites nous harcèlent-ils alors qu'ils savent que notre armée pourrait détruire toute leur civilisation ?» Mais cette civilisation, ça fait partie de la diversité et de la beauté de l'humanité. Pourquoi cherche-t-il à la détruire? C'est un pharaon qui parle, conscient de la puissance de son armée. L'histoire existe, nous devons toujours nous référer à l'histoire et faire très attention. Donc là,
Merci de m'avoir permis de rappeler ces quelques notes historiques. Ouais. Mais je pense que les Russes sont simplement en train de dire aux Français, comment on dit au Cameroun, la paix est bien. La paix est bien. Voilà, je pense que nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet à l'occasion notamment de la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, attendu donc du côté de la France les 6 et 7 juin. L'annonce d'ailleurs qui devrait également être officialisée, l'envoi justement de ces instructeurs français, l'annonce devrait donc être faite dans quelques instants, ou du moins dans quelques heures, par le président Emmanuel Macron. Merci à vous messieurs, toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs qui n'ont pas pu réagir pour des raisons purement techniques. Je pense qu'on aura l'occasion de tout régler à notre niveau. Merci à vous Anatole Albert ici, directeur de publication, journaliste. Merci à vous Dr Yamtiba, économiste et chercheur. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs ou auditeurs tout simplement, pour ceux qui nous ont suivis ce matin via les ondes de la 96.3 FM. Merci à la grande équipe de la réalisation. C'était tout pour votre matinale informative ce matin.